Ceci est une communauté de 60 personnes vivant à Nanchung. Lorsque la neige tombe, l'herbe meurt. Il n'y a plus rien à manger. L'Arctique est une terre d'extrême, un froid mortel, une obscurité sans fin et un isolement brutal. Pourtant, pendant des siècles, ces tribus autochtones ont défié la nature, prospérant dans des conditions qui devraient être invivables. Dispersées à travers l'Alaska, le Canada, le Groenland, la Scandinavie et la Russie, c'est travers l'Alaska, le Canada, le Groenland, la Scandinavie et la Russie, ces peuples circumpolaires ont développé des traditions extraordinaires. De la chasse dans l'obscurité totale à la construction de maisons en glace, leur mode de vie est fascinant. Cependant, certaines tribus se démarquent des autres, les Yupik. Et si le monde qui vous entoure n'était pas seulement fait de terre et de mer, mais aussi d'esprit? Pour le peuple Yupik, ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité. Ils croient que tout dans la nature a une âme, des montagnes imposantes aux plus petits poissons. Leurs chamans, guides spirituels puissants, peuvent guérir les malades, communiquer avec des forces invisibles et même provoquer le malheur pour ceux qui troublent l'équilibre. Au cœur de leurs croyances se trouve Elam Yua, l'esprit de l'univers, la force invisible qui a créé toute vie. Ce profond respect pour la nature façonne tout, leur tradition, leur survie et même leur art. Mais leur culture ne se limite pas aux mots. Elle est sculptée, dansée et transmise de génération en génération. Les Yupik transforment le bois et l'ivoire en masques et sculptures époustouflants, chacun racontant une histoire unique. En parallèle, leurs danses hypnotiques, exécutées lors des cérémonies de potlatch, sont un moyen d'honorer le passé et de se connecter aux esprits. Cependant, survivre en Arctique demande plus que de la chance. Il faut des compétences, du savoir et une résilience extraordinaire. En cela, les Yupik ont maîtrisé la terre et la mer, chassant le phoque, le morse et le caribou avec des harpons, des lances et des kayaks. Pour résister aux hivers rigoureux, ils construisent des kashim, des maisons communautaires souterraines, et des ina, des abris chauds doublés de peaux d'animaux. Là où les Yupik trouvent qu'il y a la sagesse dans les esprits de la terre et de la mer, une autre tribu lit le langage de la glace et de la neige, les Nenets. Les Nenets sont un peuple remarquable qui a maîtrisé l'art de survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, la toundra sibérienne. Depuis des siècles, ils vivent aux côtés de leurs reines et possèdent une connaissance profonde de la neige, de la glace et du pergélisol qui les entoure. Pour cette tribu, survivre est ancré dans leur mode de vie. Étant donné le climat extrême dans lequel ils évoluent, l'une des compétences uniques des Nenets est leur capacité à lire la neige. Avec un vocabulaire riche en termes pour désigner les différentes sortes de neige, ils peuvent prédire la météo, trouver les meilleurs pâturages pour leurs rennes et savoir quand il est sûr de voyager. Dans un monde où le changement climatique modifie rapidement leur environnement, ce savoir est plus crucial que jamais. L'évolution des conditions météorologiques et la fonte des glaces perturbent leurs routes migratoires et leur pâturage, mettant leur mode de vie en péril. Les Nenets vivent dans des chums, des tentes traditionnelles en forme de cône, faites de peau de renne. Conçues pour résister à des températures glaciales pouvant descendre jusqu'à -50 °C, ces tentes offrent bien plus qu'un simple abri. Les peaux assurent une isolation thermique, gardant la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. De plus, elles sont faciles à monter et à démonter, ce qui est essentiel pour les Nenets, qui migrent avec leurs troupeaux selon les saisons. Dans la société Nenets, la famille est primordiale. Ils s'organisent en clans et transmettent leur lignée par le père. Chaque clan possède son propre territoire et ses propres coutumes, et les anciens occupent une place spéciale dans la prise de décision. Toutefois, ce sont les Tadibia, les chamans, qui maintiennent véritablement la cohésion de la communauté. En tant que chefs spirituels, ils préservent un équilibre délicat entre l'homme et la nature, veillant à ce que les Nenets restent connectés à la terre qui les nourrit. Mais au fil des années, le mode de vie des Nenets est de plus en plus menacé. Des projets industriels, comme le Yamal Mega Project, empiètent sur leurs terres, perturbant leurs routes migratoires et introduisant de la pollution. Cette intrusion sur leur pâturage pourrait signifier la fin de leur mode de vie traditionnel. Leur liberté de mouvement à travers les vastes étendues de la toundra n'est plus garantie, et leur environnement ancestral est en train de changer de manière incontrôlable.
Il est clair que la survie prend de nombreuses formes. Tandis que les Nénètes affrontent le froid impitoyable de la Sibérie, une autre tribu a dû lutter contre des forces encore plus dévastatrices que la nature elle-même. Les Alos. Le terme Alo est apparu pour la première fois au XVIIIe siècle, inventé par les commerçants de fourrure russes pour désigner deux peuples distincts, les Unangaks des îles Aléoutiennes et les Sugpiaq de l'île Kodiak. Bien qu'ils partageaient un environnement similaire, leurs cultures et leurs langues étaient uniques. Cependant, avec l'arrivée des colonisateurs russes en 1741, tout a changé pour le peuple aléoute. Ce qui avait commencé comme un commerce s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus destructeur. La promesse d'échanges commerciaux a laissé place à l'exploitation. Les chasseurs de fourrure, avides de profit, ont surexploité les loutres de mer et les phoques, détruisant ainsi les écosystèmes dont dépendaient les aléoutes. Les maladies se sont propagées à une vitesse fulgurante, suivies de guerres provoquées par la colonisation. Le résultat fut catastrophique. Le peuple aléoute a pratiquement disparu. D'une communauté florissante d'environ 25 000 personnes, la population est tombée à seulement 2 000 à la fin du XIXe siècle. La question est, comment une culture entière a-t-elle pu résister à un choc aussi dévastateur? La langue aléoute, l'Unangam Tunu, autrefois parlée par des milliers de personnes, est aujourd'hui en voie d'extinction, avec seulement 109 locuteurs courants. L'érosion de leur langue est la conséquence directe de siècles de bouleversements culturels, une blessure identitaire encore ressentie aujourd'hui. Cependant, face à cette adversité, les Aléoutes se battent pour préserver leur héritage. Des efforts sont en cours pour revitaliser leur langue et leurs pratiques traditionnelles, afin de les transmettre aux générations futures. Mais quelles sont ces pratiques? Le peuple aléoute a toujours eu un lien profond avec la nature, ancré dans l'animisme et les pratiques chamaniques. Il voyait des esprits dans la mer, le vent et la terre. Toutefois, avec l'arrivée des missionnaires orthodoxes russes, cette croyance sacrée s'est heurtée à une nouvelle religion. Le christianisme s'est répandu dans la communauté aléoute, et bien que beaucoup se soient convertis, leurs anciennes traditions ne se sont pas éteintes. Elles se sont fusionnées avec les nouvelles. Pendant des générations, les hommes aléoutes ont été d'excellents chasseurs. Bravant les mers hostiles dans des baies d'Arca, leurs kayaks recouverts de peau, ils chassaient les mammifères marins tels que les phoques, les loutres de mer, les baleines et les morses. Pendant ce temps, les femmes aléoutes récoltèrent du poisson, des oiseaux, des coquillages et des plantes sauvages comme les baies, assurant ainsi la subsistance de leur peuple. Ce mode de vie n'était pas seulement une nécessité, il était l'essence même de leur communauté, forgeant des liens solides grâce à leur dépendance mutuelle envers la terre et la mer. Puis un événement inattendu frappa les Aléoutes, la Seconde Guerre mondiale. Dans un tournant choquant, le gouvernement américain les a déportés de force vers des camps d'internement aux conditions de vie effroyables. Des familles ont été séparées et leur mode de vie a été brisé. Ce traumatisme ne fut officiellement reconnu que des décennies plus tard. Ce n'est qu'en 1988 que l'Alert Restitution Act a été adopté, offrant une compensation aux victimes. Mais cela pouvait-il vraiment effacer les cicatrices du passé? Alors que la lutte des Aléoutes pour préserver leur identité a été marquée par la colonisation et la guerre, les Koriaks ont dû affronter un combat plus discret, des politiques modernes qui érodent lentement leur culture. Les Koriaks. Le peuple Koryak a toujours vécu en harmonie avec la nature, guidé par un profond respect pour son environnement. Dans leur société, le leadership ne repose pas sur des titres, mais sur la prise de décision collective. Les familles travaillent ensemble, prenant des décisions qui renforcent l'unité et la cohésion du groupe. Cependant, une figure se distingue au sein de la communauté, le chaman. À travers des rituels et des battements de tambour, les chamans communiquent avec le monde des esprits, transmettant une sagesse ancestrale aux générations suivantes. Pour les Koryaks, la nature n'est pas un simple élément de leur quotidien, elle est sacrée. Dans cette relation avec la nature, un animal occupe une place essentielle pour les Koryaks, le renne. Depuis des siècles, ils dépendent de cet animal pour leur survie. Le renne est leur source de nourriture, de vêtements, d'outils et de transport. Rien n'est gaspillé. De la viande aux peaux, chaque partie de l'animal est utilisée. Les Koryaks ont appris à s'adapter aux saisons changeantes. Ils construisent des habitations semi-souterraines pour survivre aux hivers rigoureux et des tentes robustes pour rester au frais en été.
Le long des côtes, ils fabriquent des bateaux en bois et en peau d'animaux pour pêcher et chasser les mammifères marins. Lorsque l'été arrive, les femmes récoltent des baies et des racines, profitant au maximum de la courte saison de croissance pour nourrir leur peuple. Cependant, avec le temps, des forces extérieures ont rendu leur vie plus difficile. Les politiques soviétiques, visant à transformer leur mode de vie, ont progressivement causé le déclin de la langue et des traditions koryaques. La langue koryak, autrefois au cœur de leur identité, a commencé à disparaître sous l'influence de l'occupation russe. En 2007, l'okrug autonome des Koryaks a été fusionné avec le Kraï du Kamtchatka, marginalisant encore davantage les Koryaks, les privant de représentation politique et de voix dans la société. Ce changement a suscité de vives inquiétudes quant à la survie de leur culture et de leur mode de vie. Le lien des Koryaks avec le renne a façonné leur existence. Cependant, ils ne sont pas le seul peuple de l'Arctique dont le destin est étroitement lié à un animal. Les Gwich'in. Les Gwich'in sont liés au caribou d'une manière presque magique. Pour eux, le caribou, qu'ils appellent vad, n'est pas seulement un animal qu'ils chassent. Il est le cœur même de leur culture, de leur identité et de leur survie. Comme l'exprime puissamment Sarah James, une leader respectée des Gwich'in. Le caribou n'est pas seulement ce que nous mangeons, il est ce que nous sommes. Ce lien sacré est tissé dans chaque histoire, chaque tradition et chaque chasse. Pour mieux comprendre ce que Sarah veut dire, remontons un peu dans le temps. Pendant des générations, les Gwich'in ont dépendu du caribou sous toutes ses formes. Cet animal était leur source de vie, nourriture, vêtements, abris, outils. Les peaux servaient à fabriquer des tentes qui les protégeaient des éléments impitoyables. La fourrure devenait literie et vêtements, tandis que les os étaient transformés en outils essentiels. Pendant de nombreuses années, le caribou ne s'est pas contenté de coexister avec les Gwich'in. Il était essentiel à leur survie. Mais ce lien va encore plus loin. Les Gwich'in ont des mythes de création qui racontent une époque où eux et les caribous ne faisaient qu'un, littéralement inséparables. Lorsqu'ils ont été séparés, ils ont juré d'honorer à jamais le caribou, et ce lien sacré demeure encore aujourd'hui. Chaque chasse est un rappel de cette connexion ancestrale, et chaque caribou rencontré est une mémoire vivante de leur passé. Aujourd'hui encore, le cœur de la vie des Gwich'in bat au rythme de la migration du troupeau de caribous de la Porcupine. Avec le temps, les Gwich'in sont devenus des traqueurs experts, comprenant chaque mouvement des caribous, leur schéma migratoire et leurs habitats. Ce savoir a été transmis de génération en génération. Cependant, il ne s'agit pas seulement de chasse. C'est une question de respect, de durabilité et de préservation, afin que ces caribous continuent de revenir pour les générations futures. Les Gwich'in vont encore plus loin. Ils luttent pour l'avenir des caribous. Lorsque les compagnies pétrolières ont menacé les terres de Misbah du troupeau de la Porcupine dans le Arctic National Wildlife Refuge, les Gwich'in ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont pris position, se battant pour protéger non seulement les caribous, mais aussi les fondements mêmes de leur mode de vie. Pour les Gwich'in, ce combat est personnel. Il s'agit de résister aux forces qui menacent l'équilibre fragile du monde qu'ils ont toujours connu. Alors que les changements environnementaux et les pressions extérieures pèsent lourdement sur les populations de caribous, les Gwich'in se sont levés comme de farouches défenseurs de ces majestueux animaux. Ils sont devenus des porte-paroles engagés, luttant pour préserver le troupeau de la Porcupine. Ce combat est particulièrement évident autour des zones de mise-bas des caribous que les Gwich'in défendent farouchement dans l'Arctic National Wildlife Refuge, où le forage pétrolier menace de perturber leur habitat fragile. L'Institut social et culturel des Gwich'in joue un rôle clé dans cette bataille. Alors que les Gwich'in luttent pour protéger leurs caribous sacrés, un autre peuple voit sa survie dépendre d'un lien tout aussi profond avec la terre. Les Évennes et Evenks. Les Évennes et les Evenks partagent une histoire aussi ancienne que la Sibérie elle-même, issue des tribus tungusiques ancestrales. Ce peuple s'est installé entre le lac Baïkal et le fleuve Amour il y a plus de 3000 ans, échangeant récits et traditions avec les Yukaghirs. Cependant, tout a changé avec l'arrivée des explorateurs russes et des Cosaques au XVIIe siècle. Un impôt sur les fourrures, appelé Yassak, leur a été imposé, les forçant à s'étendre sur de nouveaux territoires et à exploiter davantage leurs ressources.
Ce fut le début d'une relation complexe entre les peuples autochtones et le monde extérieur. Petite anecdote, les Évennes descendent également de ces tribus tungusiques établies autour de la mer d'Okhotsk, en Sibérie du Nord-Est. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils n'ont pas accepté passivement la colonisation russe. Ils ont résisté. Pourtant, dès 1700, ils avaient eux aussi été soumis. Depuis lors, ces deux groupes, aux racines communes, se battent pour préserver leur mode de vie. Les Évenques ont toujours été un peuple nomade, utilisant le renne pour le transport et la nourriture. Leurs tentes coniques en écorce de bouleau ou en peau de renne étaient parfaitement adaptées à cette vie en mouvement, tandis que leur alimentation, composée de viande de renne, de poissons et de gibier, comme l'élan et le cerf rouge, leur assurait force et endurance. Les Évennes menaient une vie similaire, mais à plus petite échelle. Ils élevaient des rennes, pêchaient et utilisaient des peaux de poisson pour confectionner vêtements et abris. Au cœur de leur société régnait une forte culture du partage. Lorsqu'une chasse était organisée, tout le monde participait, veillant à ce que personne ne manque de rien. Le leadership se trouvait entre les mains des anciens, qui étaient aussi des guides spirituels et des guérisseurs, notamment les chamans. D'ailleurs, saviez-vous que le mot chaman vient directement de la langue evenk? Cette langue, qui fait partie de la famille Tungus-Manchoué, relie les Évennes et Evenks aux autres peuples autochtones de Sibérie. Bien que les Évennes parlent une langue similaire, leurs dialectes ont été influencés par leurs interactions avec les cultures voisines. Malheureusement, ces langues disparaissent rapidement, car les jeunes générations adoptent de plus en plus le russe. Les Évennes et Evenks entretiennent un lien profond avec leur terre. Cependant, les Yukagir portent cette connexion à un niveau encore plus spirituel. Les Yukagir, le peuple Yukagir, entretient un lien profond avec la nature. Un lien qui va bien au-delà de la simple coexistence. Ils vivent en harmonie avec elle. Leurs croyances de spirituel mêlent chamanisme et animisme, créant un monde où les esprits habitent chaque recoin de la terre. Du feu crépitant dans l'âtre au soleil éclatant dans le ciel, tout a une signification. Au cœur de leur système de croyances se trouve une puissante divinité solaire, Pugu. Pugu n'est pas seulement un dieu, il est le juge moral suprême, garant de l'équilibre du monde. Les Yukagir croient que Pugu veille surtout, observant le comportement des hommes, leurs interactions et leur respect envers les esprits de la nature. Cependant, leur spiritualité ne se limite pas à une seule divinité. Ils croient en un monde peuplé d'esprits qui influencent leur quotidien. Le rôle du chaman est central dans cette relation spirituelle. Chaque clan Yukagir possède un alma, un chaman qui sert de pont entre le monde physique et le monde spirituel. Imaginez quelqu'un capable de parler aux esprits pour guérir les malades ou protéger la communauté contre les forces maléfiques. C'est précisément le pouvoir de l'alma. Après leur mort, ces chamans ne sont pas seulement pleurés, ils sont vénérés comme des divinités. Leurs restes sont précieusement conservés en tant que reliques sacrées par leur clan. La mort n'est pas une fin, mais une nouvelle étape dans leur voyage spirituel. Les animaux dans la spiritualité Yukagir. Les animaux occupent une place spéciale dans la croyance Yukagir. Ils ne sont pas seulement une ressource, ils sont des parents spirituels. Chaque espèce, du wapiti au renne, possède son propre esprit. Les chasseurs doivent respecter des règles strictes, souvent non écrites, pour honorer ces esprits. Ceux qui respectent ces traditions sont considérés comme particulièrement chanceux. Les rituels sont au cœur du mode de vie Yukagir, en particulier en ce qui concerne la chasse. Des tabous et des coutumes précises doivent être respectés pour préserver l'équilibre de la nature. Ces traditions ont été transmises de génération en génération. Le respect de la nature, ne s'arrête pas aux animaux. Les Yukagir croient également que les arbres possèdent des esprits. Considérés comme des frères protecteurs, ils sont honorés à travers des cérémonies sacrées. Dans leur vision du monde, chaque élément de la nature mérite respect, car tout a une âme. Le pouvoir des rêves, les Yukagir attachent une grande importance aux rêves, qu'ils considèrent comme des fenêtres sur l'avenir. Dans l'environnement impitoyable de la Sibérie, prévoir un changement de temps ou un événement majeur peut faire la différence entre la vie et la mort. Les chamans jouent un rôle clé dans l'interprétation de ces visions, guidant leur peuple à travers les saisons, les épreuves personnelles et l'inconnu. Avec l'arrivée du christianisme orthodoxe russe, beaucoup de Yukagir ont fusionné leurs anciennes croyances chamaniques avec les enseignements chrétiens.
créant ainsi une spiritualité unique, mêlant tradition ancestrale et nouvelles influences. Mode de vie et adaptation, les Yukagir ont toujours su s'adapter à leur environnement extrême. Ceux vivant dans la toundra sont devenus des éleveurs de rennes aguerris, tandis que ceux vivant dans les forêts se sont spécialisés dans la chasse et la pêche. Leur mode de vie suit le rythme des saisons. Traquer les rennes et les wapitis, pêcher depuis leur canoë et collecter des plantes comestibles durant les courts étés. Avant les années 1920, ils n'utilisèrent pas d'outils métalliques, fabriquant tout, armes, équipements de chasse et de pêche, à partir de bois, d'os et de pierre. Leurs habitations reflétaient cette ingéniosité. En hiver, ils construisaient des abris solides, en bois ou en écorce, pour résister au froid glacial, tandis qu'en été, ils montèrent des structures légères en peau ou en feuillage. Cette capacité d'adaptation n'était pas simplement un savoir-faire, mais une véritable philosophie de vie transmise à travers les générations. Les Inuits. Imaginez vivre dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète, l'Arctique. Pour les Inuits, ce monde glacé n'est pas seulement un lieu de survie, c'est chez eux. La chasse est au cœur de leur existence, et ils ont développé des compétences extraordinaires pour prospérer dans ces conditions. Armés de harpons pour chasser les animaux marins et d'arcs et de flèches pour le gibier terrestre, les Inuits ont toujours su s'adapter. Leurs kayaks et umiaks, grandes embarcations, sont conçus pour naviguer sur les eaux glacées, témoignant de leur parfaite maîtrise de leur environnement. Cependant, la vie des Inuits ne se résume pas à la survie. Prenons l'exemple du caribou. Sa viande sert de nourriture, ses peaux sont transformées en vêtements, et sa graisse est utilisée pour alimenter des lampes à huile. Quant à ses os, ils sont sculptés en outils essentiels. Leur habillement est une autre démonstration de leur ingéniosité. Fabriqués à partir de peaux de caribou ou de phoque, leurs parkas et mukluk, bottes traditionnelles, les protègent du froid glacial. Ces vêtements ne sont pas uniquement fonctionnels, ils sont souvent ornés de motifs magnifiques, reflétant l'identité de celui qui les porte. Culture et tradition, la langue joue un rôle essentiel dans la préservation de la culture inuite. L'Inuktitut, langue parlée par les Inuits du Canada, porte en elle des histoires, des valeurs et un savoir ancestral. C'est un lien puissant entre les générations. L'art inuit est une autre facette précieuse de leur héritage. Sculptés dans la stéatite, l'ivoire de morse ou l'os, leurs œuvres représentent souvent des animaux ou des scènes de la vie quotidienne et revêtent une signification spirituelle profonde. Vie quotidienne et adaptation. Pour survivre dans un climat aussi rude, les Inuits ont mis en place des solutions ingénieuses. En hiver, ils construisent des igloos, des abris en neige compactée qui conservent la chaleur corporelle malgré les températures extrêmes. En été, ils optent pour des tentes ou des huttes de tourbe fabriquées avec des pierres et du bois flotté, placées stratégiquement près des zones de chasse ou des cours d'eau. La communauté est au cœur de la vie inuite. La coopération est essentielle. Les familles chassent ensemble et partagent leurs prises pour garantir la survie de tous. L'éducation des enfants repose sur la patience, l'observation et la transmission des savoirs, plutôt que sur la punition. Défis modernes. Comme de nombreux peuples autochtones, les Inuits font face à des défis modernes qui bouleversent leur mode de vie traditionnel. La sédentarisation a perturbé leur sécurité alimentaire, réduisant les occasions de chasser et les obligeant à se tourner vers une alimentation achetée en magasin, souvent coûteuse et moins nutritive. D'autres problèmes sont apparus, notamment l'alcoolisme, les taux élevés de suicide chez les jeunes et les troubles de santé mentale. Malgré ces difficultés, les Inuits continuent de se battre pour préserver leur culture et leur mode de vie unique. Alors que les Inuits maîtrisent la survie dans l'un des climats les plus extrêmes de la planète, les peuples Khanty et Mansi de Sibérie ont trouvé leur propre connexion spirituelle et culturelle avec la nature. Les tribus Khanty et Mansi. Au cœur de la Sibérie, deux tribus, les Khanty et les Mansi, entretiennent un lien spirituel unique et puissant avec l'ours. Cependant, pour eux, cet animal n'est pas un simple animal ordinaire. L'ours est considéré comme un puissant ancêtre, un protecteur, et même le fils de leur dieu suprême, Torum. À leurs yeux, l'ours incarne la justice et la force, occupant une place sacrée dans leur culture et leur quotidien. Chasser un ours est une expérience hautement spirituelle pour ces tribus,
Une fois l'ours chassé, elles honorent son esprit lors d'un grand festival cérémoniel. Chants, danses et récits sont entièrement consacrés à célébrer le rôle vital de l'ours dans leur monde. Le corps de l'ours est traité avec le plus grand respect. Sa peau est ornée de rubans et placée avec révérence à l'intérieur de la maison. Pour un étranger, cela pourrait sembler un rituel ordinaire. Cependant, pour ces peuples, c'est une manière de faire face au poids de la chasse, de guérir et de renforcer leur lien avec la nature. Vie familiale et tradition. Concernant la vie familiale, les Khanty et les Mansi suivent un système où les traditions et les liens familiaux se transmettent par la lignée masculine. Cela influence tout, de leur structure sociale à l'organisation de leurs cérémonies. Si de petits rituels peuvent là se dérouler à domicile, les grandes célébrations sont des événements communautaires, avec des maisons spéciales construites pour rassembler tout le monde et préserver leur culture. Un peuple de rituels et de spiritualité, s'il y a une chose que ces tribus considèrent comme sacrée, c'est bien leur rituel spirituel. Chaque masque et costume raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Lors des cérémonies, les participants se déguisent en personnages issus de la nature et de leur communauté, donnant vie à leur tradition de manière à la fois divertissante et profondément significative. Au centre de tout cela se trouvent les chamans, guides spirituels qui connectent le monde humain au royaume des esprits, illustrant à quel point leur spiritualité et leur vie quotidienne sont profondément entrelacées. Une connexion intime avec la nature. En parallèle, ces tribus entretiennent un lien profond avec la terre sur laquelle elles vivent. Les forêts, les rivières et même le puissant tigre leur fournissent les ressources nécessaires pour prospérer. On pense que les Khanty sont originaires de l'Arctique, tandis que les Mansi trouvent leurs racines dans les migrations finno-ougriennes, ajoutant ainsi des couches d'histoire à leur riche identité. Ces tribus sont divisées en clans, chacun ayant ses propres coutumes et territoires, qui changent au rythme des saisons, témoignant d'un profond respect pour le monde en perpétuelle évolution qui les entoure. Préservation de leur culture. Aujourd'hui, les efforts pour préserver leur culture s'intensifient, avec l'Okrug autonome des Khanty-Mansi en Russie en première ligne. Des expositions mettant en valeur les artefacts de la tribu contribuent à sensibiliser le public et la reconnaissance fédérale croissante permet à ces peuples autochtones de préserver leur héritage et de garantir leurs droits. Alors que les tribus Khanty et Mansi parcourent les vastes paysages sibériens, un autre peuple autochtone, vivant dans les étendues glacées de la Laponie, perpétue lui aussi son riche héritage. La tribu des Samis, nichée dans les paysages glacés de la Laponie, s'étendant sur le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la péninsule de Kola en Russie, la tribu des Samis prospère depuis des milliers d'années. Ce peuple autochtone fascine les chercheurs par sa culture unique, façonnée par un mélange de résilience, de tradition et d'une compréhension intime de son environnement. Pour comprendre l'ancienneté de cette tribu, il faut remonter à environ 10 000 ans, juste après la dernière ère glaciaire, lorsque les premiers habitants ont commencé à peupler le nord de l'Europe. Avec le temps, ils ont façonné une culture parfaitement adaptée aux défis de leur territoire froid et accidenté. Une vie façonnée par la nature. Pendant une grande partie de leur histoire, les Samis ont survécu grâce à la chasse, la pêche et la cueillette, suivant le rythme des saisons et respectant les cycles de la nature. Cependant, vers l'an 1500, un changement majeur s'est produit. Les Samis ont commencé à domestiquer les rennes, marquant un tournant décisif dans leur mode de vie. Le renne est devenu le cœur de la culture Sam, influençant tout, de l'alimentation aux vêtements, en passant par les rituels et l'identité du peuple. Aujourd'hui, l'élevage de rennes reste une pierre angulaire de leur culture, pratiquée par environ 10 000 Samis en Norvège et en Suède. Cet animal est si sacré pour eux qu'ils utilisent dans chaque partie de son corps de la viande au pot. Un plat traditionnel, le bas, un ragoût copieux base de viande de renne, de pommes de terre et de carottes, illustre à quel point la vie des Samis est intimement liée à cet élevage. Les Samis déplacent toujours leurs troupeaux le long de routes ancestrales, garantissant aux rennes des zones de pâturage fraîches. Cette tradition ancienne est protégée par la loi en Norvège et en Suède, faisant de l'élevage de rennes un mode de vie exclusivement Sam. Une culture menacée mais résistante. Cependant, tout n'a pas été facile pour les Samis. Au fil des siècles,
Ils ont dû lutter pour préserver leurs terres et leur culture. Au XVIe siècle, l'expansion des États scandinaves a entraîné des taxes et la confiscation de leurs terres. Plus tard, les missionnaires ont tenté de convertir les Samis au christianisme, menaçant leurs croyances traditionnelles. Malgré ces épreuves, les Samis ont préservé leur culture, maintenant en vie des pratiques ancestrales. Musique, art et tradition. La musique et l'art sont des éléments essentiels de leur identité. Le yoik, leur forme unique de chant, est l'une des plus anciennes traditions musicales d'Europe. Ce chant profond rend hommage aux personnes, aux animaux ou aux lieux, constituant un aspect fondamental de la culture sam. L'art sam est tout aussi remarquable. Il fabrique donc de magnifiques duoji, des objets artisanaux tels que des tissages, des sculptures en bois et des bijoux en argent. Ces œuvres, à la fois pratiques et artistiques, reflètent leur lien avec la nature et leur histoire. Leurs vêtements traditionnels, le gakti, sont également impressionnants, ornés de motifs colorés et d'accessoires en argent, témoignant de leur créativité et de leur fierté. Une spiritualité ancrée dans la nature, au-delà de leur artisanat et de leur musique, les Samis ont une culture fascinante, profondément enracinée dans la nature et la spiritualité. Historiquement, ils pratiquaient l'animisme, croyant que la nature était peuplée d'esprits. Des lieux sacrés comme les siedis, des pierres et des arbres vénérés jouaient un rôle central dans leurs rituels. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle découverte.